سي حسن، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. فرصة سعيدة. الله يبارك فيك. الحمد لله. جد سعيد تكون معنا هذا النهار هذا. باش نحطك في لو كونتكست، هذا الويبينار جا بعد واحد لا سيري طويله ديال لي ويبينار اللي نظمها انسام الومني بمناسبه هذا الكونفينمون هذا. دونك كانت كلها كتارتيكلا اوتور ديال لي سوفت سكيلز، ولكن ما عمرنا ما وصلنا في المستوى ديال التفكير وديال النقاش، المستوى ديال اننا البحث على لا ساجيس. C'est Hassan, moi je te connais depuis très longtemps et je suis vraiment très fier d'avoir pu te connaître via Mad Dial Qraya. Donc on se rappelle 1987, 86, 89, l'INSEM Hassania. Et là, je me rappelle chaque fois que tu étais avec nous à l'école Hassania, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de savoir-vivre. Chose qui se reflète au fur des années sur ta personne, mais aussi sur ton parcours, aussi bien académique que professionnel. Donc, ce n'est pas évident de partir d'ingénieur d'État et atterrir chercheur de sagesse. Donc, un parcours très, très particulier. Et avec nos jeunes ingénieurs, et surtout aujourd'hui, on le sait tous, c'est la veille du déconfinement. Exactement. Donc, qui va nécessiter énormément de sagesse de notre part. Et donc, je suis heureux de vous présenter ici Hassan Sharaf, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour animer et pour nous guider en quelques minutes sur la quête de la sagesse. Et donc, aussi bien, c'est un levier très particulier pour le développement des uns et des autres. Et on aimerait bien découvrir tout ça avec toi, c'est Hassan. La parole est pour toi. En tous les cas, merci beaucoup, cher ami. Je pense que ce que tu viens de dire à l'instant, le fait de partager un moment de bonheur depuis presque plus de 30 ans, est juste quelque chose de magique et de magnifique. Deuxième élément, c'est qu'il y a des rencontres qui sont, de mon point de vue, des rencontres intemporelles, puisque on se voit en 2020. C'est comme si on s'est vu hier, et hier on avait 20 ans. Et donc, ça montre, alhamdoulilah, que certaines relations qui transcendent le temps et les espaces sont inscrites dans l'intemporalité, des moments où des rencontres qui laissent une forme d'émotion, qui ramène une qualité d'écoute qui dépasse ce que j'appelle la sonorité des mots, pour embrasser la profondeur et l'intensité des émotions. Donc, le meilleur ami de Merci, c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup pour me donner cette occasion de partager, d'interagir avec des ingénieurs de l'INSEM. L'INSEM, une école qu'on connaît, moi et toi, depuis très longtemps. Et donc, beaucoup de plaisir aussi à partager, parce que tu l'as si bien dit, nous sommes à la veille du déconfinement et je suis hyper content que mon webinaire ou là, le nôtre soit justement à la veille de ce déconfinement. Comme ça, on va à la fois sortir dans la rue avec, Inch'Allah, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix intérieure et aussi beaucoup de sagesse, puisque le thème sur lequel on avait échangé et qu'on s'était mis d'accord pour apporter un éclairage, c'était l'essence de l'instant présent. Et donc cet instant qui se matérialise parce qu'on a tous vécu ce confinement qui était presque inédit dans l'histoire de l'humanité et que nous avons certainement chacun fait un travail introspectif. Il a fait une recherche de lui-même sur lui-même pour qu'il puisse voir quels sont ses leviers, quels sont ses principales forces, ses faiblesses, quels sont ses ressentis, ses émotions, par quoi il a été traversé, en quoi cela lui a permis de progresser, de changer, de s'améliorer, quelle lecture il fait de l'état du monde et quels sont les principaux enseignements à tirer pour entreprendre justement des lendemains meilleurs. Je voudrais juste d'emblée dire à nos auditeurs, et surtout ça je sais que tu le sais, qu'il n'y a aucune prétention de ma part, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de... Mon propos est juste un éclairage, c'est aussi un partage, ce n'est ni une vérité absolue. Il y a des choses qui peuvent être remises en question, des choses qui peuvent être revues ou rediscutées. Donc, il n'y a pas d'enjeu ni d'argent, ni de pouvoir, ni de super connaissance. Il y a un moment d'échange, une volonté de partager, une volonté d'apprendre aussi, parce que c'est Moukhtar, mon ami, quand il m'a fait l'invitation, c'était aussi pour apprendre. On apprend des questions, on apprend des échanges. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf peut-être la mort, puisqu'elle transcende toutes les personnes. Mais dans le monde des idées,
il y a des avis, il y a des éclairages, il y a des ressentis, il y a des émotions, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des certitudes qui, on l'a vu, qui sont devenues des incertitudes, il y a des vérités qui se sont révélées des illusions, il y a d'autres illusions qui se sont révélées des vérités. Voilà, donc moi je pense que je souhaite partager avec vous ce qui a été un peu mon parcours et aussi ce travail introspectif, un travail de conscientisation, c'est aussi un cri de cœur, un appel de foi pour pouvoir échanger sur l'état du monde, sur ce que nous sommes, sur comment est-ce qu'on a pu développer certaines choses, etc. Mon propos sur l'instant présent, c'est aussi de se dire c'est comme si nous nous sommes réveillés avec ce confinement qui est arrivé, ou enfin plutôt cette pandémie. C'est comme si l'humanité a été ébranlée et la société mondiale, hein, au sens le plus large, a été effondrée par un microscopique virus qui a bouleversé pratiquement la planète. Quelque chose d'invisible qui est venu. C'est juste pour nous dire que nous ne sommes pas les maîtres du monde, que nous sommes juste des invités et qu'il y a lieu de remettre en place un certain nombre de choses, qu'il faut peut-être revoir la vie autrement, revoir les choses autrement, revoir les relations autrement. Presque certains se sont endormis dans un monde et ils se sont réveillés dans un autre monde. On s'est rendu compte que le pouvoir, l'argent, la beauté ne valent plus rien parce qu'on était en train de chercher des respirateurs, on était en train de chercher à sauver des vies. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié de leur temps, notamment les médecins, les infirmiers, un certain nombre de métiers qui étaient presque méconnus, enfin peut-être pas méconnus, mais en tous les cas, qu'on voyait un peu de travers parce que c'était pas le sujet. Et avec cette pandémie, on s'est rendu compte que la vie est là, la vie c'est un vrai sujet et qu'il fallait sauvegarder la vie de tout un chacun et que certaines choses qui pour nous avaient beaucoup d'importance se sont révélées avec peu d'importance. On a vu beaucoup de pays qui n'avaient même pas pu trouver des masques. Nous avons vu des pays qui n'avaient même pas pu inventer ou concevoir des respirateurs, chose que, alhamdoulilah, nous avons faite au Maroc avec des ingénieurs marocains. Je sais qu'au sein de l'INSEM, il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur des modèles et sur des respirateurs. C'est juste pour dire que nous sommes dans un changement de paradigme, un changement qui est là pour nous ramener à un enseignement nouveau. Cet enseignement, de mon point de vue, si on devait parler de sagesse du moment, c'est on redécouvre que nous sommes vulnérables, que nous sommes fragiles, que l'humanité redécouvre sa finitude, quelque chose qui n'a jamais été vécu dans cette dimension dans laquelle nous vivons, à l'échelle planétaire où tout le monde est rentré chez lui, où tout le monde ne pouvait pas sortir, on ne peut pas rencontrer nos familles, nos amis, etc. On se rend bien compte que, au travers de cette pandémie, la mort semble encore plus présente. Un sujet qui a été mis de côté parce que on souffre d'indifférence, on souffre d'insouciance, d'oubli. On est tellement pris par ce qu'on fait au niveau professionnel, au niveau associatif, tellement pris que la mort, on ne se pose même pas la question. Ça arrive, mais ça arrive aux autres. Et donc la pandémie, elle arrive parce qu'on a suivi des morts chaque jour. Il y a des centaines de milliers de morts à travers la planète. Et donc c'est comme si on se rend compte que, tiens, ça existe et ça peut toucher n'importe qui. Et ça peut toucher les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les rouges, les verts. Ça peut toucher ceux qui sont bien installés, les chômeurs, ceux qui travaillent, tout le monde. Les fonctionnaires, les salariés, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les femmes, les enfants. Presque tout le monde se rend compte que nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, qu'on n'est pas les maîtres du monde, qu'on n'a pas la maîtrise et le contrôle de la planète, qu'on n'a pas triomphé sur le reste des espèces et qu'il fallait redéfinir justement un nouveau sens à la vie, qu'il fallait redonner un exercice introspectif. Nous avons presque, je pense, le Maroc, il a vécu la période la plus longue de confinement, 4 mois. Je pense que c'est suffisant pour faire un travail introspectif. Beaucoup de questions, on ne se les pose pas parce qu'on n'a pas le temps.
Certains, ils cherchent un week-end prolongé pour sortir, pour s'oxygéner, respirer, voyager, changer un peu d'air. On avait 4 mois à la maison avec ceux qu'on aime, nos enfants, nos familles, etc. Certains avaient trouvé que c'était difficile de se retrouver face à soi-même. D'autres ont fait un travail introspectif, d'autres ont appris des leçons, d'autres ont fait des projets, certains ont commencé à imaginer des chansons où ils ont dessiné, certains se sont repliés sur eux-mêmes parce qu'ils avaient peur, ils avaient angoissé, d'autres se posaient la question sur qu'adviendra le monde. Et de tout cela, je pense qu'il y a quelque chose qui a permis ou qui permet justement de retrouver la force en soi pour pouvoir dépasser des moments de crainte, des moments d'angoisse, des moments de fragilité. Me semble-t-il, et c'est encore un avis, la foi en Dieu a permis, en tous les cas, à beaucoup de personnes de dépasser cette séquence comme étant une séquence qui est pleine de sagesse et qui, justement, nous interpelle pour aller chercher cette sagesse. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans ce qui nous est arrivé? Il est possible qu'on se pose la question pourquoi ça nous arrive et on ne trouvera pas la réponse. Certains trouveront une réponse écologique parce que peut-être on n'a pas été respectueux de la nature ou de l'environnement. D'autres y trouveront des réponses peut-être sur le fait qu'on a fait beaucoup de mal et que l'humanité n'a pas su générer la paix ou la justice dans le monde. Bref, chacun trouve des éléments de réponse, mais en tous les cas, le déterminant majeur, c'est que cette séquence qui est aussi un cadeau de Dieu, c'est un moyen de se recentrer sur soi, de se réinventer pour pouvoir se révéler à soi-même. Certains, comme je le disais, croyant être devenus des demi-dieux, ils ont toujours cherché ou aimé le pouvoir, cette séquence dans laquelle nous vivons, et c'est un peu une des sagesses que j'ai trouvées, c'est comment est-ce qu'au lieu d'aimer le pouvoir, comment est-ce qu'on peut développer le pouvoir d'aimer. Le pouvoir d'aimer. On a vu, alhamdoulilah, beaucoup de Marocains et de Marocaines qui étaient très solidaires, dans un élan de générosité mais extraordinaire, qui nous a montré qu'il y a le meilleur en nous. Et que pendant longtemps, on nous disait que et que au Maroc, la jeunesse n'est pas ceci ou n'est pas cela. On a vu beaucoup de jeunes ingénieurs concevoir des machines, travailler d'arrache-pied. On a vu les médecins, la police, les militaires, les télétravailleurs, les travailleurs, les mamans, les enfants. Tout le monde a été dans cette dynamique, au-delà de certains pourcentages, 5-10% qui n'avaient pas respecté, mais en tous les cas, globalement, on a senti cet élan de générosité qui, de mon point de vue, encore une fois, n'est pas un élan de générosité uniquement en lien par rapport à la bouffe. Ou par rapport à le fait de servir des paniers, mais on a vu un élan de générosité. Les webinars, pour moi, étaient un moment de solidarité parce que on a vu comment est-ce qu'on pouvait partager de la connaissance, comment est-ce qu'on pouvait partager l'espoir de lendemain meilleur, comment est-ce qu'on peut partager le savoir, l'envie de travailler, de développer. Pendant longtemps, certains pouvaient imaginer que c'était la fin au travers de webinars qui, pour moi, sont des moments de solidarité intellectuelle et managériale. On est en train de proposer des messages très positifs pour la jeunesse. Donc, un moment aussi où il y a eu plus de peur à travers le monde. On a eu pratiquement, on s'est interrogé sur notre humanité et la mondialité du coronavirus nous a amené à nous poser la question sur la nécessité de la prise de conscience, mais universelle. Universelle, c'est-à-dire que nous sommes reliés. Il suffit que quelqu'un arrive d'un pays et qu'il soit porteur d'un virus, d'une idée, d'un projet, positif ou négatif, pour qu'il puisse essaimer, partager, toucher, contaminer positivement ou négativement le reste de la planète. Ça, aujourd'hui, on en est sûr, on en est convaincu. L'expérience du virus en lui-même, il y a de la contamination positive ou négative, mais
ce que nous avons vécu révèle que si on est porteur d'un message de paix, d'un message positif, on peut contaminer le monde. Si on est dans la relation par rapport à la notion de travail, au mérite, à l'excellence, à la justice, à la paix, à l'amour, au pardon, si on peut contaminer le reste de la planète par des vertus, par des valeurs positives, je pense que on arrivera à transformer le monde. Le virus nous a montré qu'il y a un moyen de contaminer le monde par des choses négatives, comme il y a le moyen de contaminer le monde par des choses positives. Alors, dans ce cheminement, ça c'était par rapport à l'instant, parce qu'on parle de l'instant présent, cet instant présent, il fallait le décrypter, le comprendre, le connaître, le maîtriser, se laisser pénétrer par ce moment et déterminer quels sont les ressentis qu'on a, quelles sont les émotions qu'on peut avoir et qu'on peut développer. Mokhtar le disait tout à l'heure, moi je suis de formation ingénieur, donc je suis comme vous, ingénieur en génie électrique en 89, avec un parcours sur plusieurs fonctions, à la fois techniques, après des fonctions managériales. J'ai été directeur général de l'Omnium International du commerce et de l'industrie. Je me suis occupé de la direction des études stratégiques et de la planification dans un groupe pétrolier. J'ai travaillé également au niveau de la Commission européenne sur des projets de développement de capital humain. Je me suis intéressé également à des questions sur l'entrepreneuriat des jeunes pendant pratiquement une dizaine d'années, où on avait accompagné des jeunes à créer des entreprises, ne serait-ce que le statut d'auto-entrepreneur, on y a été beaucoup pour sa proposition au travers du CJD. J'ai été également dans un certain nombre de créneaux associatifs avec le CJD, et je pense qu'il y a 4 ans, je me suis dit, quel est ce sujet justement qui pourrait me permettre non pas de vieillir, mais plutôt de grandir. Quels sont ces sujets qui permettent d'avoir une jeunesse continue dans le temps? C'est-à-dire, si on devait poser la question, qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse n'est pas une période de la vie, contrairement à ce qu'on peut penser. La jeunesse, c'est cette capacité à se poser la question pourquoi pas, quand beaucoup se posent la question pourquoi. Et entre pourquoi et pourquoi pas, il y a juste un pas à faire, c'est un pas en avant, et on est dans le leadership positif, un pas en arrière, et on a tout le loisir d'observer le dos de tous ceux qui vont nous devancer. La jeunesse, c'est cette capacité à se poser des questions et à continuer à s'émerveiller. Donc, je m'étais dit, j'ai 50 ans, comment je vais faire pour continuer à garder cette jeunesse, puisque le corps, il prend de l'âge, mais il y a une jeunesse de l'esprit. La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, un effet de volonté, une qualité de l'imagination. On ne devient pas vieux pour avoir vécu plusieurs années, on devient vieux quand on a déserté sans l'idéal, quand on n'a plus d'objectif. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je cherche? C'est quoi mon objectif? Jalaluddin Rumi, j'ai lu un passage de lui, il disait « إذا كنت تبحث عن الخبز فأنت قطعة خبز. وإذا كنت تبحث عن روح فأنت مسكن للروح. أنت من تبحث عنه. » Je me suis dit, tiens, mais alors, si je suis ce que je cherche, qu'est-ce que je cherche? Et je me suis souvenu de l'ayah al-Karima, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et je me suis dit, il n'y a pas mieux que de chercher la sagesse, parce que, elle est universelle, et on peut la trouver partout. On peut la trouver au Maroc, en Égypte, au Pérou, on peut la trouver en Asie, on peut la trouver aux États-Unis, on peut la trouver en Europe, on peut la trouver chez les vieux, chez les petits, chez les femmes, chez les personnes, chez les chefs d'entreprise, comme chez les salariés, on peut la trouver partout. Et donc, je me suis dit, je vais m'offrir ce gros cadeau qui est celui d'être à l'écoute et à l'observation sans jugement de tous ceux qui peuvent m'apporter quelque chose. Et donc, en rentrant sur ce chemin, la première chose que j'ai croisée, c'était la quête du bonheur. Comment est-ce qu'on peut être heureux, sachant que sur mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont consacré beaucoup de leur temps à l'entreprise et pourtant malheureuses au travail. Malheureuses au travail parce que c'est pas ça, parce qu'ils font un métier qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils sont peut-être en décalage par rapport à l'objectif, parce que c'est pas leur vision, parce que, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais préparer une thèse de doctorat sur le bonheur. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai eu
j'ai soutenu ma thèse de doctorat le 2 mai 2018 sur justement la quête du bonheur au travail. Et au travail, j'avais un peu développé le monde digital, ce monde digital qui est marqué par ce que j'appelle le temps court. Je veux tout de suite, ici et maintenant, alors que le bonheur, il se vit dans le temps long, c'est-à-dire prendre le temps d'observer la beauté de geste d'un enfant, le sourire de sa maman, la tendresse de sa maman, c'est quelque chose qui se vit dans le temps. Aimer, c'est quelque chose qui se vit dans le temps. Faire grandir un arbre ou un humain, c'est quelque chose qui se vit dans le temps. Et donc, on a besoin de ce temps long pour pouvoir apprécier. Il faut être en éveil, il faut être présent à soi-même et présent aux autres pour être réceptif de ce que la vie nous offre, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on accueille. Et donc, je m'étais rendu compte que au travers de ma vie professionnelle, j'ai également eu un parcours et un cheminement un peu spirituel qui m'a permis dans une... je ne me rappelle plus en quelle année, mais j'avais croisé mon ami Mokhtar dans une Umrah, où c'était aussi un moment où on apprend justement dans ces cheminements spirituels, au lieu d'être dans l'urgence, dans l'essentiel, c'est l'urgence, on le transforme et on est dans l'urgence de l'essentiel. Comment est-ce que notre vie peut se transformer, peut tourner autour de l'essentiel, autour de quelque chose qui a du sens, autour de quelque chose qui est juste? Beaucoup de personnes se posent juste des questions dans leur vie. Vivre heureux, c'est poser des questions justes et pas juste des questions. Chercher des réponses justes et pas juste des réponses. Mener le combat juste dans sa vie et pas juste un combat. Mener cette prise de conscience, c'est être dans un chemin que j'appelle un chemin de sagesse, qui est aussi intelligence. Le sage n'est pas celui qui est quelque part dans une montagne, loin des gens, qui a 90 ans, qui donne des conseils, on ne sait pas où est-ce qu'il les cherche. Je pense que c'est un chemin. Et si on l'entreprend, on rencontre beaucoup de beauté, beaucoup de bonté, beaucoup de miséricorde, beaucoup de sympathie, beaucoup de gens très serviables. On rencontre, par exemple, la compréhension. On essaie d'apprendre qu'est-ce que la compréhension, comment ne pas être dans l'illusion. Et on sait que le bonheur, il y a beaucoup de gens qui croient qu'en possédant les choses, ils vont être heureux, alors qu'ils oublient que c'est en possédant les choses qu'ils sont eux-mêmes possédés par ces choses. Je vous donne un exemple simple. Achetez une voiture et vous allez être au service de cette voiture. Vous allez la laver, vous allez lui faire la vidange, vous allez l'emmener voir un mécanicien au cas où elle est en panne, mais elle ne s'occupe pas de vous. Elle ne va pas vous emmener au hammam. Elle ne va pas vous emmener voir quelque part. Donc, en possédant les choses, on se rend compte qu'elles risquent de nous posséder. Donc, comment est-ce qu'on peut être dans le bonheur de avoir des choses pour être quelque chose, être généreux, être solidaire, être vertueux, être bienheureux, être au service des autres. La connaissance est comme le bonheur, il se multiplie quand on les divise. Plus vous partagez la connaissance et plus vous vous enrichissez. Plus vous partagez le sourire et plus vous allez être souriant. Plus vous partagez le bonheur et plus vous allez être heureux. Plus vous allez être au service des autres et plus vous allez recevoir la félicité. Plus vous allez être dans la sagesse et dans l'émerveillement et plus vous allez avoir l'esprit de finesse, la capacité de déjouer les ruses. Vous allez apprendre ce qu'est le discernement. Et au lieu de juger les gens, vous allez les observer. Et au lieu de juger les gens, il faut commencer par se juger soi-même et par avoir un jugement critique sur soi-même et par faire ce travail introspectif, que ce soit au boulot, avec la famille, avec les gens, avec le monde, avec l'univers, pour pouvoir apporter une contribution significative dans cette vie. Il faut commencer par soi-même. La sagesse n'appartient pas, de mon point de vue, à l'Antiquité ou là aux philosophes. Elle peut appartenir à chacun, chacun qui sait lire le livre de la vie, qui sait développer ses compétences et ses connaissances, les compétences techniques, les compétences managériales, mais surtout les compétences humaines. On l'a vu dans cette pandémie, on a vécu avec la nécessité d'être solidaire, avec qui? Mais avec tout le monde. Un chemin de sagesse où l'instant présent nous appelle, nous interpelle, nous apprend qu'est-ce que choisir. Si vous voulez choisir, كيقول واحد مثل باللغه العربيه يحتار الانسان حين يختار.
ويتحلى حين يتخلى ويحلو حين يخلو. Alors, un point, on a vu qu'un point, il fait la différence. Donc, choisir, c'est comment apprendre à renoncer. Et renoncer, c'est apprendre à identifier qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est vérité, de ce qui est illusion. Vous allez voir que j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens, certains qui sont quand même, ils ont une forme de maturité, une sagesse. Vous allez voir qu'ils ne cherchent pas à faire de grandes choses. C'est pourquoi ils les réalisent. Ils ne cherchent pas à déplacer des montagnes, mais ils déplacent caillou par caillou. Ils n'accumulent pas les richesses. Ils font un travail sur leur cœur. Le chemin de sagesse ou de bonheur n'est pas quelqu'un qui est sage ou qui est heureux, n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le chagrin ou l'échec. Mais c'est quelqu'un qui a appris à triompher sur lui-même. Son combat, c'est comment s'améliorer, lui. Et c'est comme ça qu'il pense améliorer les autres. Il sait que connaître les autres, c'est une sagesse, mais se connaître soi-même, c'est une super sagesse. La pandémie nous a appris, par exemple, à mieux se taire, à mieux écouter. Il y a beaucoup de fake news. Et si on sait qu'il y a beaucoup de fake news, c'est comme si on va tendre l'oreille à n'importe qui. Et apprendre à écouter, apprendre à identifier qu'est-ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, permet d'agir, permet de garder son calme, permet de ne pas être lâche devant le danger, permet d'être dans la générosité. Je ne connais pas, en tous les cas, je ne connais pas quelqu'un qui est généreux et qui est malheureux. Cherchez partout, vous allez voir que toutes les personnes qui sont généreuses, solidaires, qui sont au service des autres, elles sont heureuses, avec peu. Quelqu'un m'avait appris une sagesse, si vous voulez avoir de la connaissance, si vous voulez être expert, ajoutez chaque jour une connaissance. Mais si vous voulez être sage, enlevez chaque jour quelque chose. Enlever un vice, enlever un défaut, enlever une faiblesse, enlever un chagrin, enlever quelqu'un qui vous a fait du tort, pardonnez-lui, etc. Au lieu de faire ce que j'avais appris également, au lieu de faire le tour du monde, il faut faire le tour de soi-même avant de vouloir faire le tour du monde. Beaucoup de gens, par exemple, une autre sagesse que j'ai découvert, que j'ai apprise dans cette pandémie, c'est beaucoup de gens cherchent un vaccin pour le coronavirus. Et on a oublié que ce coronavirus est lui-même un vaccin d'humanité, parce qu'il est venu nous rappeler que nous avons besoin de retrouver notre humanité, de retrouver notre altruisme, de retrouver notre solidarité, que nous avons tellement été dans l'individualisme que ça ne sert pas à grand-chose, que j'avais fait à un moment donné, je me suis lancé un défi qui est celui de trouver un sens, ou de donner en tous les cas, de mon point de vue, un sens au coronavirus. Dans cet instant présent, quelle sagesse j'aurais pu tirer? Je me suis dit, coronavirus, il commence par quoi? Et donc, s'il commence par quoi, c'est qu'il va nous inviter à faire un confinement, parce que le confinement, il commence aussi par quoi. Mais c'est aussi une invitation à prendre conscience de nous-mêmes, de notre humanité, à prendre conscience qu'il faut développer nos compétences humaines de solidarité, qu'il faut apprendre à faire confiance les uns aux autres, les voisins doivent se faire confiance, la famille doit se faire confiance. Quand quelqu'un est contaminé, il est responsable et donc il est dans une forme de confiance vis-à-vis des autres. Nous avons aussi le qui est celui de la convergence. Ça nous a appris à nous recentrer sur l'essentiel, à aller chercher, à converger vers quelque chose d'utile et à ne pas être sur quelque chose qui est illusoire. Coronavirus, le rho, c'est aussi comment est-ce qu'on peut rompre avec ces idées, ces fausses vérités qui sont que si ça marche pour moi, je m'en fous des autres. Comment est-ce qu'on peut inviter ou être responsable, être dans cette idée qui est que continuer à être dans l'individualisme ne mène pas à grand-chose. Et qu'on a vu aujourd'hui que certaines familles ont tenu le coup parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées pour leur donner ou de l'argent, ou des paniers, ou des médicaments,
ou des jeunes qui sont allés concevoir des machines, ou des jeunes qui sont allés voir des personnes fragiles pour leur ramener leurs courses, etc. Cette solidarité fait qu'on réfléchit à nous au lieu de réfléchir à notre individualité. Ce collectif qui est le nous, c'est aussi le corona, le N d'un nouveau monde, d'une nouvelle naissance, un nouveau monde où il s'agit de faire une nouvelle naissance, un nouveau départ pour relever de nouveaux défis. Est-ce qu'on continuera demain, à partir de demain, est-ce qu'on reviendra comme on a été avant? Si on le fait, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Si par contre on est plus solidaire, si on est plus humain, si on est plus amicaux, si on est plus dans le pardon, si on est plus créatif, plus imaginatif, plus innovant, on pourra nous développer, nous améliorer et améliorer les autres. Ce monde qu'on cherche à inventer, qui est le monde post-corona, s'il n'est pas rempli avec le na, c'est aussi le a de l'amour, de l'amitié, de l'amicalité, de l'acceptation, l'acceptation. Un monde où il faut vouloir vivre en vérité. Virus, c'est une volonté de vivre en vérité. Le i, c'est aussi une forme d'intensité pour vivre. Il s'agit, on a tellement vu que les gens ont envie de sortir, ils ont envie de réaliser des choses, ils ont envie de vivre, d'exprimer leur joie. Il y a certains qui ont applaudi, certains qui ont tout fait pour sauver des vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient, les gens, ils tiennent à la vie, mais on tient à la vie collectivement. On tient à la vie parce que on ne veut plus être dans cette forme d'individualisme qui fait que on est pratiquement sensible uniquement à ce qui nous arrive et pas aux autres. Coronavirus, c'est aussi le R du respect de l'humanité, respect de la vie, respect de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut être utile? Une autre sagesse. On a vu que certains métiers qui étaient les éboueurs, on a vu ils ont un rôle mais hyper important, parce que si on avait laissé pratiquement tous les déchets dans la rue, on aurait été dans dans un tsunami de déchets. Et pourtant, c'est des gens qui sortaient chaque jour pour faire leur boulot. Les ingénieurs sortaient chaque jour pour aller travailler ou étaient travailler dans leur entreprise chez eux pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, pour que les entreprises ne ferment pas, pour qu'il y ait encore plus de création de valeur. Je pense que la responsabilité de la vie, la responsabilité des uns envers les autres, le fait de se sentir utile, c'est une sagesse inouïe qui n'a pas de prix. Je m'étais dit, coronavirus se termine avec un S, comme tous les mots au pluriel, il se termine avec un S, et donc il ramène avec lui beaucoup de S. Le premier, c'est celui de la sagesse. On a vu que le Maroc, il a pris des décisions sages, dures mais sages au début. Confiner, ce n'est pas évident, mais il vaut mieux confiner et garder une population, tous les citoyens en bonne santé, que d'agir avec plus de peur ou avec une forme de légèreté et créer beaucoup plus de malheur et de souffrance après. Donc une forme de sagesse, une forme de sérénité, parce qu'on n'a pas cédé, on n'a pas été dans la panique comme ça peut être le cas dans certains pays, une panique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on a également cette sagesse qui est Rida bil qada ou qadar, et la foi en Dieu fait que quand on se projette, on n'imagine pas le pire, on n'imagine pas le chaos, on n'imagine pas l'apocalypse. On se dit il y a une sagesse et que le bon Dieu est là et qu'il va nous aider et qu'il va y avoir, Inch'Allah, des solutions pour tous ces problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux, politiques, techniques, technologiques, sanitaires. Il y a des solutions. Et on a vu, alhamdoulilah, Allah yarham nas li matou, Allah yatoulam rahma dialou, mais on n'a pas des 25 000, des 30 000 morts, des 80 000 morts, on n'a pas ça, alhamdoulilah. Donc, ça veut dire que c'est aussi un S de comment est-ce qu'on doit garder le sourire parce que ça permet, quelqu'un m'avait appris, quand tu es heureux, il faut pouvoir le montrer, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Mahmoud Darwish, il le dit, et je sais que vous aimez la poésie, Mahmoud Darwish, il dit إذا جاءك الفرح فاحتضنه بقوة الإنشاد ثم انفجر حتى يقول الناس وصل الفرح. Parce que quand tu vas
répartir cette joie que tu as au plus profond de chacun de nous, au travers de son sourire, de ses actes. Elle va être ressentie dans tous les cœurs et c'est comme ça qu'on doit tous, en étant ingénieurs, porter justement ce message et ce sourire qui doit être tracé. Je pense que les ingénieurs de l'ENSEM, ils l'ont en standard parce que je pense que quand ils obtiennent leur diplôme, ils leur tracent un sourire sur le visage qui continue jusqu'à la fin. C'est le S aussi de solidarité, le S du sens. Si on n'a pas de sens pour sa vie, si on ne se pose pas les questions justes, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. On a vu également, il y a un rôle majeur et très grand de la science. J'ai appris et je sais que l'ENSEM a conçu, il y a un groupe d'ingénieurs qui a conçu un masque intelligent. J'ai suivi ça sur LinkedIn, je l'avais commenté, j'étais ravi. Je pense qu'il y a une de vos professeurs, Ahlam Tahiri, qui a été dans l'équipe et d'autres, et j'ai considéré que c'était merveilleux de voir des ingénieurs en période difficile, en période de crise, concevoir, innover, inventer et sortir des produits qui sont totalement adaptés par rapport aux besoins de l'instant. Ça veut dire que si on fait confiance à l'ingénieur marocain, il sait travailler, qu'il sait retrouver au plus profond de lui-même la force de caractère, les leviers qui lui permettent une vraie performance. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce travail en silence. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont conçu des machines, qui ont conçu des systèmes, qui ont déposé des brevets, qui ont offert leur créativité gracieusement et gratuitement. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Pour clore mon intervention, je sais que parler du bonheur et de la sagesse, on a besoin de toute une vie pour pouvoir interagir. Il y a ceux qui... le bonheur d'être, le bonheur d'avoir, le bonheur comme devenir, le bonheur en partage, le bonheur selon les philosophes, le bonheur selon les poètes. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais je pense que cette séquence, si on devait saisir cet instant présent, les sagesses de cet instant présent que nous vivons, c'est que nous devons être dans une pédagogie de l'espoir, en tant qu'ingénieur, en tant que cadre, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'expert, en tant que cadre en entreprise. Nous avons l'obligation, le devoir aujourd'hui pour le Maroc et pour le monde d'être dans la pédagogie de l'espoir, d'être cette main tendue, d'être dans cette forme de fraternité universelle, quelles que soient les convictions de chacun, quelles que soient, nous sommes unis par des liens d'amour, des liens de solidarité qui doivent animer nos actes. Je pense que nous devons rester toujours disposés à être cette main tendue pour les hommes et pour les femmes de bonne volonté et qui sont dans la prédisposition à aider, à collaborer. Nous le sommes parce que je pense que si cette séquence devra nous apporter quelque chose, c'est qu'il faut qu'on soit porteur de cette conviction qui est qu'on a besoin d'impact universel, de bonté pour les hommes et pour les femmes. Impact de bonté agissante, militante, donnante, sans exclusion de quiconque, sans violence, sans haine, sans irrespect des uns envers les autres, mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je pense que nous pouvons avec cela être dans ce bonheur qui n'est pas, qui est un état de satisfaction qui est caractérisé par une forme de stabilité, de durabilité. On va être comblé parce qu'on va vivre avec les autres, on ne va pas vivre pour soi-même, on va avoir cette expérience individuelle, mais aussi collective. On va avoir ce bonheur d'avoir, mais pour être au service des autres, un bonheur qui va faire que la mort ne sera pas pour nous quelque chose qui nous fera peur, mais ce sera pour nous le début d'un grand, de la vraie vie, d'une vie postérieure. Et en étant comme cela, nous allons préparer à la fois une vie bonne ici-bas et une vie, Inch'Allah, bonne au-delà. La quête du bonheur pour l'instant présent, elle passe par la quête de sens. C'est un exercice de chacun. C'est aussi un chemin à la fois de foi et de raison. C'est la volonté de faire un partage, mais
affectif. Mokhtar, il a pensé à moi en ami et il m'a invité en ami pour partager en ami avec des amis. Il n'y a ni enjeu de pouvoir, ni enjeu d'argent, ni rien du tout. Il y a cette volonté de co-construire ensemble, de partager dans le respect, dans l'amitié, dans l'amour, dans l'amour pour les uns, l'amour pour les autres, l'amour pour le Maroc qu'on aime beaucoup, le Maroc pour le monde. C'est aussi un bonheur d'être créatif. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui sont dans l'associatif, cette forme d'engagement dans des actions qui ont signification. Pour clore mon propos, je pense que être heureux dans cette séquence que nous avons traversée, c'est quelque chose qui se vit quand on est en harmonie avec soi-même, quand on se remplit de sérénité. Sérénité, c'est, je pense que l'arabe, c'est تؤدى أو يعني فيها شي حاجة اللي فيها on est doucement, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans l'urgence, on est tariyut, la sérénité. C'est comment est-ce qu'on peut se remplir de positif. Quand on n'est pas dans l'égo-système, mais quand on intègre les écosystèmes, l'ego Diana, on va le mettre de côté, on va le laisser se reposer jusqu'à peut-être s'amenuiser ou disparaître, mais il faut se remplir de la beauté des autres. Être heureux, c'est se remplir de beaucoup de grâce, beaucoup de classe, beaucoup de gratitude. Le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. C'est comment est-ce qu'on peut apprendre à dire merci par les mots, par les gestes, par le sourire, par l'attitude. Je pense que le bonheur, Mokhtar le disait, il est difficile de le trouver en dehors de nous-mêmes. Il est quasi impossible de le trouver en dehors de nous-mêmes. Il peut prendre du temps pour qu'on puisse le trouver au fond de nous-mêmes, mais c'est un chemin, c'est une destinée, c'est un cheminement. Le bonheur, c'est ce qu'on vit dans l'instant présent, c'est continuer à désirer ce qu'on a. On l'a vu, les gens qui ont un toit, c'est pas comme ceux qui n'ont pas un toit. On l'a vu dans la partie confinement, ceux qui ont une maison, c'est pas comme ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont une famille, c'est pas comme ceux qui n'en ont pas. وأنت تتناول فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تؤدي فاتورة الماء فكر بغيرك ثمة من يرضعون الغمام وأنت تحاضر وتناظر فكر بغيرك ثمة من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام. Je pense que le message de penser à la fois à soi et aux autres pour développer, croiser les regards, c'est ce qui permet justement d'être heureux. Faire le bien fait beaucoup de bien. Regarder le bonheur dans le plat des autres, c'est mourir de chagrin. Comment est-ce qu'on peut, on l'a vu aujourd'hui, on s'est rendu compte dans ce confinement qu'on a énormément de choses, qu'on possède beaucoup de choses, la santé. Ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas, c'est différent. Ceux qui ont un emploi, ceux qui ont un salaire, ceux qui ont une entreprise, ceux qui ont une voiture, ceux qui ont un papa ou une maman, ceux qui ont des personnes qui vont se soucier d'eux-mêmes. Donc, c'est faire justement l'état de ce que nous avons pour nous rendre compte que nous avons tellement de choses qui peuvent nous rendre heureux et alors que nous sommes en train de chercher tout ce que nous pouvons ne pas avoir et qui pourrait nous rendre malheureux. Alors, c'est le bonheur, il est en lien avec la paix intérieure, la paix dans le monde. Les gens heureux, c'est ceux qui font la paix, ceux qui se transforment. Ce n'est pas uniquement ceux qui informent ou qui se forment, mais ce sont ceux qui se transforment. Ils ont au plus profond d'eux-mêmes quelque chose de différent. Ils ont une joie, une alacrité, un pivotement du cœur qui fait qu'on a envie qu'ils soient là. On a envie de les écouter, on a envie qu'ils soient nos amis. Ils ont une joie de vivre qu'ils partagent avec les autres. Ils ont une santé spirituelle, une santé émotionnelle, ils ont une santé intellectuelle. Ils font attention à ce qu'ils mangent, mais ils font attention à comment est-ce qu'ils nourrissent leur esprit. Ils ont une forme de gaieté, de quiétude,
C'est des gens qui ne se plaignent pas. Je pense que quand on est dans ce cheminement, on apprend à faire le sourire et à recevoir la félicité. Mon cher ami Mokhtar, je pense que le débat au travers de la sagesse, le temps présent et le bonheur, c'est des sujets qui invitent l'éternité. Et donc, on pourra discourir aussi longtemps que possible. Euh, pour terminer, je vais te dire un grand merci pour, euh, pour m'avoir invité, pour m'avoir donné la chance aussi de partager avec vous et avec tous les auditeurs. Je te remets le micro et je suis à ton écoute. Et s'il y a des questions, je me ferai un plaisir de partager et de participer. Je pense qu'il y a la possibilité de prendre un café au Wakilayak. En tout cas, merci beaucoup, c'est Hassan. Ça fait un plaisir. Ça me prendra certainement beaucoup de temps pour que je puisse m'imprégner de tous les apprentissages que je viens d'avoir à travers ces quelques minutes d'intervention, Dirk. Certainement, c'était un rappel aussi à des bons souvenirs qu'on a vécu ensemble entre l'école Hassania et l'ENSEM. Quoi qu'il en soit, l'ENSEM ou Hassania à l'époque reste un C'est la niche même chose. de C'est une bonheur et de famille. joie. Et je suis heureux aussi de voir à travers tes interventions et je te rappelle que face au malheur, face aux difficultés, nous avons été tous alignés à travers le monde, donc d'une manière universelle. Et c'était une occasion de se remettre en question individuellement, mais aussi collectivement. Donc les priorités, tout d'un coup, d'un moment à un autre, les priorités ont changé. Ce que nous Exact. croyons que c'est fixe, figé, il ne changera jamais, a changé. Ce que nous croyons que c'était la priorité des priorités ne l'était plus. On a vu l'économie mondiale était en train de dégringoler, mais face au malheur de coronavirus, tout le monde a dû faire des choix difficiles, de choisir l'humain, la vie, plutôt que Exact. la richesse. Et donc là, Exact. c'est vraiment, nous avons pu recentrer nos priorités et notre manière d'appréhender la vie. Vous avez bien eu raison de dire que la vie a primé, surtout. Nous avons vu des gens qui ont donné leur vie pour sauver d'autres vies. Nous avons vu des gens qui ont donné des richesses pour aider les autres à Exact. passer cette phase. Et je garde à l'esprit ce qu'ils ont fait les traiteurs et les restaurateurs au Maroc parce que je les ai accompagnés. Et ils étaient vraiment dans une crise économique incroyable, mais ils ont pu donner des repas, distribuer des repas aux médecins, aux démunis, etc. Et donc Exact. ça aussi, c'est le grand tâche qui nous distingue en tant qu'humains. Donc le malheur a pu ressortir ce qu'il y a de mieux en nous et on l'a démontré haut et fort qu'étant humain, on peut vivre tout en remettant en question qui sont nos priorités. Et je pense que c'est un exercice de chaque jour. Est-ce que vraiment c'est ça c'est pour ça qu'on est fait? Et il me revient à l'esprit que Exact. et je dois dire à Hassan que toi, tu as été toujours Moyassar à être un petit peu ce facilitateur, celui qui un petit peu apporte le bonheur et la joie à chaque fois qu'on est ensemble. Et je dois dire que nous sommes entre ingénieurs. L'ingénieur, il se prend trop au sérieux. Donc, on a essayé de rire un peu, mais sérieusement. Bien sûr. Donc, c'est Hassan, C'est ce qu'on vraiment. dit toujours entre nous, on se prend, on est sérieusement sans se prendre au sérieux. Exactement, mais je pense et ça aussi, c'est un volet qu'il faut développer chez l'ingénieur. On peut prendre la vie sérieusement, mais tout en s'amusant un peu. Exact. Donc là, avant d'oublier, nous avons une promesse de ta part, c'est Hassan, je ne l'ai pas Oui, oublié, c'est la quête de bonheur dans le monde digital. oui. Donc c'est un webinaire qu'on doit organiser rapidement, Inch'Allah. rapidement. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait des questions. Apparemment, les gens ont assimilé plus facilement que moi tout ce que les propos que tu as avancés. C'est vrai, vous avez dit qu'il faut être chemin ou vous nous avez indiqué un peu le chemin à suivre pour se détacher de tout ce qui est matériel et un petit peu aller chercher le bonheur au plus profond de soi. Et finalement, comme tu l'as bien dit, le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Et Oui, les gens ne peuvent pas venir vers nous si on ne prend pas la peine d'aller vers eux. Donc ça, c'est exact. quelque chose de très important.
Et puis, les petites choses, vous l'avez bien dit, font les des grands changements. Moi, j'ai toujours eu tendance à donner un conseil aux gens. Essayez de travailler sur les 20 centimètres qui sont à tes pieds et laissez les autres travailler sur les 20 centimètres qui sont à leurs pieds. Vous allez vous rencontrer au milieu. Ouais. Autrement, si vous allez travailler sur les 20 centimètres qui sont à côté de leurs pieds, vous n'allez jamais vous rencontrer. Exactement. Donc, je ne sais pas si Hassan, si tu as une ultime, quelque chose qui te Oui. tient à cœur, que tu veux balancer à nos ingénieurs, surtout qu'aujourd'hui, ils ont eu à vivre une crise, et surtout nos élèves ingénieurs, ils n'ont jamais été préparés pour faire face à une crise. Oui. Aujourd'hui, ils ont tendance à croire que ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose de très, très, très négatif ou que ça va avoir des répercussions vraiment néfastes sur leur avenir. Personnellement, je n'y crois pas et j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, tu sais, là, on partage je pense, un mindset et une manière de voir le monde qui est, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est et ils se posent la question pourquoi. Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il peut être et ils se posent la question pourquoi pas. Il y a ceux, la différence d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, la différence entre pourquoi et pourquoi pas, c'est juste un pas. Pourquoi et pourquoi pas, c'est juste un pas. Si on le fait en avant, on va être dans le leadership, on va développer, innover, créer, imaginer, rêver, structurer des choses, etc. Si on le fait en arrière, on a la latitude d'observer les autres. Si on ne fait rien, on va rester dans l'immobilisme. Donc, moi, je suis de ceux qui croient à pourquoi pas. Et pourquoi pas, il invite l'action. Est-ce que le coronavirus, la pandémie, a apporté une crise? La réponse est oui. Est-ce que c'est une crise à vie? La réponse est non. Je vous invite, ou j'invite tous les ingénieurs à aller chercher en 2006, les journaux en 2006, les journaux en 98, les journaux en 90. Et à chaque fois qu'il y a eu une crise, chaque fois, 2011, 2006, 2008, la crise des subprimes, vous allez voir cette crise, c'est la crise mondiale et qu'avec ça, c'est fini. Il va y avoir les pertes d'emplois massives, il va y avoir des chômeurs partout, il va y avoir la psychose partout. Et finalement, on l'a vu, 2008 est passé, nous sommes en 2020, il n'y a pas eu ce brouhaha qui a été dit par tous. Est-ce qu'il va y avoir des changements? La réponse est oui. Est-ce que les ingénieurs doivent être acteurs du changement, doivent se servir du changement pour développer de nouvelles attitudes, de nouvelles compétences? Est-ce qu'ils doivent saisir ces changements pour innover, être créatifs et être dans de nouvelles opportunités, de nouvelles niches? C'est ça un ingénieur. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont fermer? Oui, la réponse est claire. Il y a des secteurs qui seront touchés. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés aujourd'hui, d'autres qui seront touchés peut-être dans un an, mais il y a de nouveaux secteurs qui sont en train d'émerger. Est-ce que nous sommes réceptifs par rapport à ça? Le secteur de la santé, par exemple, le secteur… D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'ingénieurs concevoir des machines, j'ai vu beaucoup de designers concevoir de nouveaux respirateurs, de nouveaux modèles, non pas pour le marché marocain, mais pour le marché mondial, parce qu'ils se sont dit, si cette pandémie est arrivée, c'est qu'il peut y avoir d'autres virus qui vont revenir et que peut-être qu'ils n'auront pas une portée mondiale, mais ils peuvent avoir une portée circonscrite dans des régions, en Asie, en Europe, partout, etc. Et donc, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'un ingénieur, il trouve des solutions, il est dans la solution, il n'est pas dans le problème. S'il y a une crise, c'est bien pour ça qu'on forme des ingénieurs, c'est pour qu'ils puissent trouver des solutions, pour qu'ils puissent innover, pour qu'ils puissent être créatifs. Les nouveaux métiers pourront être les métiers de la connaissance, ils sont en lien avec le big data, ils sont en lien avec le digital, ils sont en lien avec la complexité des métiers, c'est-à-dire que le digital à lui tout seul ne veut rien dire, mais le digital appliqué à la médecine peut avoir du sens. La mécanique appliquée à la biotechnologie couplée avec de l'intelligence artificielle a du sens. Je sais qu'il y a ceux qui ont conçu un masque intelligent, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a de la robotique. Ça, c'est des ingénieurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le fabriquer. C'est aussi les compétences de pouvoir travailler en groupe, en commun,
en équipe sur des disciplines variées, le digital au service de l'histoire, le digital au service de l'agriculture, le digital avec la mécanique et l'hydraulique pour inventer de nouvelles machines euh, pour le marché de l'Afrique de l'Ouest, pour les zones arides, pour le Maroc. Il a eu, et je vous invite à retrouver sur YouTube une vidéo le ministre Moulay Hafid Alami. J'ai trouvé que c'était une vidéo hyper intéressante dans laquelle il avait retracé un peu l'historique de l'industrie au Maroc entre les difficultés de s'industrialiser dans la mécanique, dans l'automobile, dans l'énergétique, etc., et qu'il y a des lobbies internationaux, il y a des groupes de pression pour faire en sorte que certains pays tels que les nôtres ne peuvent pas trouver leur envol. Et pourtant, on a identifié au travers des stratégies sectorielles le secteur de l'automobile, puis on a démarré, mais le Maroc, il a aussi innové en investissant dans les stations Nour, dans tout ce qui est éolien, dans tout ce qui est en lien avec le développement durable. Est-ce que cela a été fait dans d'autres pays à côté? La réponse est non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à avoir notre souveraineté énergétique? La réponse est non. Donc, pour moi, il y a crise, oui, c'est le propre de la pandémie, il amène une crise. Mais un ingénieur, il doit avoir ce mindset orienté solution, il est orienté positif, il est optimiste, il cherche des solutions. Je vais vous donner un exemple simple. لا مرحبا سي très instructif. Mon propos est le suivant. Il y a les optimistes ont inventé des avions. Les pessimistes, ils ont inventé les parachutes. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Un ingénieur qui soit optimiste ou le pessimiste, il va ou fabriquer une voiture, un avion, ou il va fabriquer un airbag, ou il va fabriquer quelque chose. Je pense que le modèle à suivre, c'est un peu c'est ce genre de personnes comme Elon Musk, de Tesla, qui rêve grand, qui réfléchit grand, qui pour lui, le marché ne s'appelle pas les États-Unis, mais il s'appelle le monde. Il envoie une fusée, il crée une société comme SpaceX, il développe de l'ingénierie, il a cherché des financements, pas aux États-Unis au début, mais en dehors des États-Unis. Après, il est revenu dans son pays. C'est ce genre d'ingénieurs dont le Maroc a besoin, dont l'Afrique a besoin, ceux qui vont aller chercher à travailler en Afrique pour inventer des solutions pratico-pratiques, mais en Afrique, ceux qui vont trouver le moyen de transformer la crise en opportunité, mais en plusieurs opportunités. Il y a des métiers qui vont disparaître, certainement. Comme le jour où on a inventé le téléphone, il y a des métiers qui ont disparu. Comme quand on a, entre le Minitel en France et le téléphone portable, il y a des métiers qui ont disparu, mais il y a tellement de métiers qui se sont développés. Les data scientists n'existaient pas. Moi, je vous invite vraiment à être dans ce que j'appelle la gestion de la complexité, développer 3 compétences, 3, je vais faire ça comme ça pour que ce soit visible, 3 compétences. La gestion de la complexité, la gestion de l'imprévisible, la gestion du flow. Le monde de demain est un monde où si on n'apprend pas à gérer la complexité, c'est la mécanique couplée avec l'électronique, couplée avec l'électrotechnique, avec un peu de digital et de la robotique et de l'intelligence artificielle pour régler un problème au niveau de la santé, de l'agriculture, au niveau du transport, au niveau des sciences humaines, etc. La gestion de la complexité. La gestion de l'imprévisible. Soudain, on est confiné, on ne le savait pas. Alors là, on a appris qu'il y a des choses qui peuvent venir et qui peuvent survenir et qui nécessitent une forme d'agilité, de flexibilité, de capacité à switcher d'un monde à un autre. Ça, un ingénieur doit développer cette compétence, la gestion de l'imprévisible et la gestion du flou. La gestion du flou, de mon point de vue, c'est quoi? C'est comment est-ce que, en tant qu'ingénieur, vous allez devoir continuer à avancer en étant ingénieur, parce qu'il y a des équipes derrière vous, des ouvriers, des salariés, des techniciens qui n'ont pas la même vision que vous, et pourtant, c'est tellement flou
que même pour vous, c'est flou, et pourtant, vous allez continuer à avancer parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un ingénieur, ça doit aller vers l'avant, ça doit apporter un éclairage, ça doit donner la vision, ça doit partager sa vision et convaincre ses équipes. Donc, pour moi, je rejoins parfaitement ce que dit mon ami Mokhtar. La crise est là. Bienvenue dans le monde merveilleux de la solution. On est là pour transformer tout ça en opportunité, en solution. Et Inch'Allah, il va y avoir que du positif. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître, mais beaucoup de métiers qui vont être créés. Beaucoup d'entrepreneurs qui doivent se prendre la main et créer leur propre entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, beaucoup d'experts qui vont être dans le freelancing. C'est tout ça. Et il faut être éveillé, yaqadin, et il faut développer la veille informative sur ces métiers, la veille normative sur ces métiers, la veille technologique pour ne pas être dépassé. Bien dit, c'est Hassan. Moi, je pense si on essaye de faire une projection en arrière et on se rappelle le jour où on faisait nos études, oui. Il n'y avait aucune visibilité ni sur les opportunités. Et pourtant, nous avons fait nos places. Parce et tout le monde disait qu'il y a la crise et c'est fini, etc. La guerre de l'Irak, on se rappelle, c'était ah oui, bien sûr. Et donc, tout le monde a dit, ça y est, c'est la fin, il n'y aura plus de développement. Mais... on a dit, le tourisme, ça c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus personne qui va venir au Maroc. Et pourtant, on a fait une stratégie de 2010, une stratégie de 2020. Je pense qu'il faut avoir la foi. Et je disais tout à l'heure, nous avons, alhamdoulilah, au plus profond de nous-mêmes, deux éléments qui nous permettent de ne jamais désespérer. La foi en Dieu et la bonne œuvre. L'yaqin, on n'est pas seul et on ne va pas être délaissé. Il va y avoir des solutions. Je peux partager avec une histoire qui m'est arrivée personnelle. Oui, ça marche pas. Alors, j'avais la responsabilité d'un centre pour la création d'entreprises et on devait recevoir des jeunes pour voir est-ce qu'ils peuvent créer leur entreprise ou pas, etc. Un des jeunes est venu me voir et il avait un projet, etc. Je lui ai posé la question sur son niveau familial, ils sont combien, est-ce qu'ils ont des moyens ou pas, etc. Ils étaient, je pense, 8 ou 9. Il était l'aîné de la famille et il n'avait pas de ressources. Et donc, moi, j'étais en train de chercher à le dissuader d'entreprendre. J'étais en train de lui dire, ça serait bien si tu peux trouver un emploi, surtout que lui, il avait déjà un petit emploi avec un petit salaire. Je lui disais, au lieu de sacrifier tout ça et de sortir, tu as quand même 8 personnes à la maison, c'est pas évident. C'est pas quelqu'un qui est célibataire, jeune, ou son salaire, à la limite, il peut switcher ou créer son entreprise sans problème. Il m'a dit, écoute, monsieur, je vais te raconter une histoire. قلت لي vas-y, Allah قول لي يا سيدي. قال لي الغراب quand ملي كتولدوا امه ما كيكونش avec la couleur ديالو normal. قلت لي bon, OK, ça je savais pas. Et donc sa maman ما كتوكلوش. قال لي et pourtant كينوضوا ليه في هاد الجناح ديالو كينوضوا ليه بحال دي بتي ماشي دي بتي انسيكت ولا شي حاجه qui lui permettent, il se nourrit منهم كياكل jusqu'à ce qu'il se transforme. La couleur ديالو elle change عادي باش sa maman يكومونس كتوكلو. قال لي شتي انا هذوك اللي هنايا حتى انا غيجيبهم لي سيدي ربي هذوك الاولين. قلت لي صافي هذا accepté, ça fait توكا الله, etc. Parce qu'il avait واحد la foi comme quoi, si on est sûr que ça ne marchera pas, alors ça ne marchera pas. Mais si on est convaincu que ça marchera, ça marchera. Beaucoup de bon sens, c'est Hassan. Moi, je ne peux que confirmer. Oui. Là aussi, j'ai toujours répété à nos jeunes ingénieurs, si c'était vraiment facile, ça aurait été à la portée de tout le monde. Exact, bien dit. Pourquoi on doit devenir des ingénieurs, on doit travailler dur, on doit... Donc, si c'est difficile, il y a de la place pour les meilleurs. Et j'ai la certitude que nos ingénieurs sont les meilleurs. Ils n'auront pas de difficultés, certainement. Exactement. Moi, je partage avec toi cette idée.
Si tu es ingénieur, c'est qu'il y a des problèmes et que ces problèmes ont besoin d'être réglés et c'est à toi de les régler. Autre chose, c'est très important, c'est avoir ثقة في الله واليقين في الله. Bien sûr. منين بدات كورونا, je discutais avec des amis et chacun voyait la chose différemment. Il y avait la mort en face, il y avait la maladie en face. Oui. Je dis tout simplement, إلا تلاقات كورونا مع الموت, مع الأجل غنموتوا. إلا ما تلاقاتش كورونا مع الأجل ما غنموتوش. Donc, c'est simple que ça. Et là, ça nous ramène. Et là aussi, c'est quelque chose que je m'adresse à l'électricien, à l'ingénieur électricien. Cette séance, alhamdoulilah, c'est comme une mise à la terre. Donc, ça permet de dissiper pas mal d'inquiétudes, pas mal d'incertitudes, pas mal, comme tu l'as dit, de flou. Et j'espère que nos jeunes ingénieurs ont pu capter l'essentiel. Et donc, ils vont repartir certainement sur un bon pied. Ils vont faire face à demain, mais avec des dispositions différentes. Si on est sûr qu'on va réussir, on va réussir. Ah, oui. Et si on n'est pas sûr qu'on va réussir, on ne va pas réussir. Donc, بحال هذاك اللي كيقول لك البونور il n'existe pas. كيقول لك pourquoi كيقول لك ما كاينش. Il est convaincu qu'il ne le trouvera pas. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui a trouvé quelque chose dont il est sûr qu'il n'existe pas? Jamais, jamais, jamais. الناس كيحفروا البير كيقول peut-être يقدر يكون الماء هنايا. Il peut pas le trouver في le premier puits ولكن il va le trouver في le deuxième. Donc, هي قلنا قبيله كل ميسر لما خلق له. Normalement, on va certainement rencontrer les choses pour lesquelles nous sommes prédestinés, que Dieu a mis à notre disposition. Donc, c'est Hassan, je ne saurais pas comment te remercier. Oh, c'est moi qui te remercie. J'ai appris énormément avec toi et aussi avec nos jeunes à travers les remarques qu'ils ont imitées. Et avant de te lâcher, je t'invite à m'envoyer la date pour le prochain quête de bonheur dans le monde digital. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Ouais. Parce que ça, c'est digital, c'est des ouvertures, mais après, c'est comme un trou noir. On risque de se perdre rapidement si on n'a pas des repères. Exact, exact. Alors moi, mon père, il m'a dit, quand tu vas vers les gens, il faut toujours prendre avec toi des fleurs parce que il faut leur offrir quelque chose. Alors, tu vas me donner 2 secondes. 2. Marhaba. Alors, ça, c'est pour tous tes ingénieurs de l'école l'ENSEM, tous tes amis. Là, je l'avais reçu un jour où on m'avait donné un trophée du bonheur. Et donc, à chaque fois que je fais quelque chose pour le bonheur, je me dis, je vais le partager avec mes amis, etc. Alors, le deuxième, c'est... Ce qui est bien avec le digital, c'est Hassan, c'est qu'on peut avoir des choses sans les avoir réellement. Exactement. Maintenant, j'ai des fleurs sans les avoir. Et tu les gardais éternellement. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Et le deuxième élément, c'est que si on n'a pas la possibilité de vous offrir des fleurs comme ça en direct, physiquement, on peut vous offrir un bouquet de mots soigneusement choisis pour vous dire merci. كيقول واحد المهم الناس اللي حضروا معنا اليوم واللي غادي يشوفوا peut-être هذه الفيديو ان شاء الله في les semaines, les mois et les années à venir, et même quand on ne sera plus là, moi et toi, Inch'Allah, ils vont essayer de les voir. كنقول لكم أنتم الأمراء بكم الأرض والسماء سواء يا نجوما تمشي على قدميها كلما أظلم الزمان أضاء محبتكم طائر يحط على أكتافنا هكذا كالهدية من لا مكان يباركنا ونريد له أن يظل هناك فقد علم الله كم طار حتى أتانا وكم في الطريق نجا من هلاك وذي المحبة في زمننا صفة من صفات الأنبياء نقول لكم نحبكم ونشكركم على حسن دعوتكم. محبة متبادلة سي حسن. Au nom de tous les auditeurs, nous vous remercions. Et j'espère qu'on aura le plaisir et le bonheur de te recevoir très très bientôt. J'attends toujours la confirmation des dates pour le prochain webinaire. Ah, Inch'Allah, je vais t'envoyer. Et ça serait même mieux si on fait, Inch'Allah, après le déconfinement, ou le face-to-face. Ah, le face-to-face. Donc, tu viens de noir ou de chimac. Ah, je vais noir ou تعالوا Inch'Allah. Inch'Allah, Rahman Rahim. Donc, merci beaucoup pour le partage. Et j'espère que tout un chacun aura la possibilité un petit peu de s'imprégner, ne serait-ce qu'une petite partie de tout ce qui a été partagé de Rance. Mais finalement, j'ai appris énormément. Merci, Si Hassan. Et je suis encore honoré de te recevoir à Narada.
ميرسي بوكو. يعطيك الخير et je te dis Inch'Allah à très très bientôt. ان شاء الله يا اما هنا يا اما في شي عمره ان شاء ان الله. شاء الله ابراهيم سيرتو سا الله يسهل عليها الله يسهل. امين امين. ميرسي بوكو ميرسي. السلام عليكم. باي باي. او revoir.